There is nothing so wonderful in the world as telling stories. Tous les matins, on essaye de traverser le miroir et de regarder le monde différemment. It is true, I am a woman. Une fois que ce saut est fait, tout devient possible. Bonjour, je suis Charlotte Casiraghi. Bienvenue dans le podcast des rendez-vous littéraires Rue Cambon. Partons à la rencontre d'écrivaines qui viennent d'accomplir leur premier pas, le plus décisif, le plus difficile, dans le monde de la littérature. Comment est née leur vocation ? Quels sont leurs rituels d'écriture ? Qui les lit et que lisent-elles ? Au micro de Lorraine Bastide aujourd'hui, Maria Larrea. Maria Larrea, vous êtes écrivaine. Vous avez publié il y a quelques mois votre premier roman, Les gens de Bilbao naissent où ils veulent, un livre qui a rencontré un grand succès et a été couronné du prix du premier roman 2022, notamment. Ce roman est une autofiction qui retrace près de 14 ans d'enquête sur les origines d'une jeune femme nommée Maria. Maria, fille de gardien d'immeuble qui grandit à Paris dans les années 80, est l'un des 3 personnages principaux de ce roman, qui raconte aussi le destin de ses 2 parents, Victoria et Julián, j'ai un très bel accent espagnol, qui prend racine dans l'Espagne franquiste. Maria, c'est vous, puisque tout dans ce livre, vous l'avez dit souvent, est réalité. Il retrace votre propre travail d'investigation sur vos origines, qui vous a permis de découvrir à l'âge adulte que vous faisiez partie des enfants volés du franquisme, ces enfants abandonnés à la naissance et confiés illégalement à des familles adoptantes contre de l'argent et dans le plus grand des secrets. Dans votre roman s'entrecroisent 1000 thématiques allant de la condition des femmes sous l'Espagne de Franco aux inégalités sociales du Paris de votre enfance. Il est aussi question de tarot, de maternité, de drogue, de cinéma, beaucoup, puisque vous êtes d'abord cinéaste, et de gastronomie. J'ai été sensible aux récurrentes descriptions d'aliments savoureux sous votre plume. Mais malgré cette complexité thématique apparente, votre livre coule avec fluidité. Il est savoureux, lui aussi. Il se dévore d'une traite, on y rit beaucoup, on y pleure aussi. J'ai pleuré à vraies chaudes larmes, Maria, en lisant un passage de votre livre. Ça ne m'arrive pas souvent quand je lis un roman. Donc merci infiniment d'être avec moi aujourd'hui. Merci à vous, merci de me recevoir. Alors dans cette première partie de l'émission, je voudrais qu'on parle de votre rencontre avec l'écriture. Comment s'est-elle faite ? Comment avez-vous rencontré cet acte d'écrire ? Alors j'ai commencé par écrire des scénarios parce que j'ai fait des études de cinéma et que je voulais être réalisatrice. Donc mon premier vrai travail d'écriture, c'était l'écriture scénaristique. Et ensuite là, avec ce roman, l'écriture littéraire, c'est arrivé un peu... par l'acte de quelqu'un d'autre qui m'a dit d'écrire un roman, qui m'a dit que j'avais une plume littéraire en écoutant un de mes scénarios qui était lu à la radio sur France Culture, lors d'une fiction radiophonique. Et j'avais jamais pensé, je m'étais jamais envisagée écrivain. Pour moi, c'était des demi-dieux sur le mont Olympe. C'était pas quelque chose d'accessible, même si voilà, je suis une lectrice, je suis une férue de littérature, etc. Mais je m'étais pas autorisé le roman. Et quand cette personne m'a dit que j'avais une plume romanesque, j'ai essayé. J'ai vraiment essayé. J'ai ouvert mon ordinateur, j'ai été à un atelier d'écriture et j'ai commencé à écrire le prologue et mon premier chapitre, qui sont mes toutes premières expériences d'écriture, avec hors du carcan du scénario. Et à ce moment-là, ça a été une liberté folle. Je sortais de cette écriture au temps présent. Et surtout, j'utilisais le jeu qui m'a énormément libérée lors du prologue. Même si je commence par « on ne se souvient pas », je prends un peu par la bande le fait de parler à la première personne en annonçant quelque chose de général avec le « on ». Mais voilà, très vite, la prise de liberté a été d'utiliser le jeu et ensuite, lors du tout premier chapitre, d'utiliser l'imparfait. Voilà. Comment on raconte une histoire ? Comment on raconte une histoire, exactement, avec la conjugaison et les mots qui s'enchaînaient. Et je pouvais enfin raconter quelque chose de
de très mystérieux, qui était une origine du monde, une naissance, celle de Victoria. Quelque chose de mystérieux, mais dont je savais qu'en explorant ce mystère avec les mots, j'allais comprendre un petit peu plus mon existence et celle de ma famille. Et il n'y a pas des moments, parce que souvent les personnes à qui je pose cette question commencent dans l'enfance, le premier journal, les premières lettres, les premières histoires qu'on se raconte quand on est petite. C'est étonnant que votre première réponse sur l'écriture soit vraiment cette écriture-là, cette écriture que vous nous avez donnée à lire. Oui, après, j'ai jamais tenu de journal intime. Enfin, j'ai dû en commencer 10 000 avec genre, non, mais il faut que j'ai un journal intime. Je pensais que c'était une vraie clé dans la vie. Et en fait, ça m'épuisait très vite. J'ai dû faire 2-3 jours et très vite bazarder. J'ai eu quelques carnets. J'ai écrit beaucoup de lettres parce que j'ai eu de la chance. J'avais une meilleure amie qui était en pensionnat. Donc, ça rend... C'est vrai que ça rend l'écriture un peu obligatoire. Il n'y avait pas les mails, il n'y avait pas tout ça à l'époque. On correspondait quand on était petite. On a à peu près le même âge. Et c'est vrai qu'on a connu une époque où il fallait s'envoyer des lettres pour pouvoir prendre des nouvelles des copines. Bien sûr, il fallait qu'elles tiennent dans l'enveloppe parce que je suis quelqu'un de très bavard et aussi très bavard dans la correspondance. Donc j'ai envoyé des lettres hyper grosses à ma pote en pensionnat en même temps que j'y glissais la pilule du lendemain. Waouh, magnifique. Pas mal, hein? Ouais, on dirait un passage du livre. Ça aurait pu totalement être dedans. Voilà, donc voilà, j'ai envoyé une pilule le lendemain avec des lettres. Donc oui, il y a ce rapport à l'écriture, mais j'ai vraiment eu une épiphanie quand j'ai commencé mon manuscrit. Ouais. Et surtout que, même si je parlais de choses très douloureuses, et que je remuais une sorte de magma d'histoire personnelle, je brassais des thématiques lourdes. Pourtant, il y a eu une grande joie, un vrai moment d'extase. Souvent, je parle de Sainte Thérèse d'Avila, parce que j'ai eu une extase aussi physique que psychique au moment de commencer le manuscrit. Une illumination. Et vous racontez dans le livre aussi donc cette première impulsion qui est le cinéma, vous l'avez expliqué, vous avez commencé par l'écriture scénaristique, et vous racontez dans le livre que votre vocation naît un soir où vous regardez chez une amie Le Temps des Gitans sur Arte. Peu de temps après, vous croisez par hasard dans la rue le réalisateur Arnaud Desplechin, qui vous dit qu'il faut faire la Fémis pour devenir cinéaste. Il n'y a évidemment aucune autre voie, vous précise-t-il. Et donc, vous le faites. Est-ce que vous arrivez à identifier ce qui vous a paru si évident, ce qui vous a piqué avec autant d'intérêt dans cette écriture cinématographique au départ ? Je pense que je n'avais pas d'autre choix qu'une voie artistique. Quand je réfléchis maintenant, j'avais envie d'aucun autre métier. Et en fait, à 12 ans, je vois Le Temps des Gitans et je me dis « Waouh !» Je suis bouleversée par le film, je suis à terre et je me dis, voilà, c'est ça qu'il faut que je fasse. Il faut que j'arrive à créer ce moment d'émotion. Et venant d'un milieu assez simple, des parents illettrés, chez nous, mes parents me disaient, apprends un métier. Eux, ce qui les aurait rassurés, c'est que je quitte le bahut après la 3e et que j'apprenne un métier. Quelque chose qui, eux, leur paraissait être un succès déjà. Et en fait, j'avais besoin d'exprimer quelque chose. Et ce qui nourrissait énormément chez moi, c'était la télévision. J'en parle à un moment dans le roman. Il y avait la télé tout le temps allumée chez moi et j'ai été biberonnée au soap opéra. Les Feux de l'amour, Dallas, Dynasty, tout ça. Et donc, je pense que l'envie d'image est arrivée par là. Elle est arrivée par la télévision, par les soaps, par quelque chose de très populaire, de très long comme ça, et par tous ces personnages féminins d'ailleurs. Beaucoup de femmes, beaucoup de brushing. Et c'est ça qui, je pense, m'a amenée au cinéma. C'est la télévision, quoi. C'est le soap, les séries américaines. Et ensuite, petit à petit, on avait de la chance à cette époque, c'est qu'à la télé, il y avait de l'infiltration. On pouvait voir Carrie à 20h30. On pouvait voir des films incroyables. J'ai vu Elephant Man à l'âge de 8 ans à la télé, sur les chaînes hertziennes, évidemment. Donc, cette infiltration aussi de films exigeants, mais quand même populaire par des réalisateurs de talent, mêlés au soap opéra, et ensuite avec le clash Temps des Gitans, et la leçon de piano, c'est ma génération, de se dire, il y a une femme qui réalise un film qui est bouleversant, et j'avais envie de recréer ces émotions. C'était une envie d'émotion, en fait, le cinéma.
Donc votre roman, avant d'être un livre, il était supposé devenir un film. Ça a d'abord été un scénario qui avait été jugé prometteur. Vous aviez quasiment trouvé une production, quasiment, je crois, commencé à tourner. Et finalement, vous dites qu'il y a eu une résistance de l'image à cette histoire. Est-ce que vous arrivez à l'expliquer ? Alors, c'est vrai que la nécessité de raconter mon histoire est arrivée très vite dès que je suis sortie de l'école de cinéma, dès que j'ai été diplômée. J'ai commencé à écrire un scénario. Une productrice s'est attachée au projet très rapidement. Une productrice qui avait fait les mêmes études que moi. On était dans la même promo à l'école, à la Fémis. Mais en même temps, j'enquêtais sur mon secret de famille, sur cette filiation tronquée. Et j'écrivais le scénario. Mais pourtant, voilà, on était à 2 doigts de faire le film. J'avais un casting, un début de financement, mais pourtant, voilà, j'allais au 3e tour du CNC. Il y a quelque chose qui s'appelle l'avance sur recette, une aide financière pour les premiers longs métrages à laquelle j'ai participé. Je suis allée jusqu'au dernier tour. Je gagne un prix de scénario. Le scénario est lu sur France Culture. Donc, il existait par quelques scènes qui avaient été tournées lors d'une aide aussi aux jeunes cinéastes qui s'appelait Émergence. Donc, j'avais tourné 2 scènes du film. Le scénario était lu à la radio. Il existait sous plein de formes, mais il ne pouvait pas être un film. Alors, je me l'explique pas encore. Je sais pas. Et l'enquête n'était pas terminée en même temps. Mon enquête personnelle. Donc, c'était quelque part le cul-de-sac. Il était des 2 côtés, quoi. Et ça ne pouvait pas voir le jour. Il y avait quelque chose de stérile encore. Et je pense que c'est le fait que cet ami qui m'ait dit non, c'est la littérature, ça a été la FIV, quoi. Ça a été la fécondation in vitro du manuscrit. De se dire non, il y a quelque chose qui restait stérile et enfin ça a pu voilà, se féconder, quoi. Et dès l'instant où cet ami vous donne cette piste de la littérature, vous décidez d'aller prendre des cours d'écriture. Ça, c'est une démarche que je trouve extrêmement touchante, de se dire qu'il va falloir aller chercher une sorte de légitimité, une sorte de formation, une sorte de diplôme pour avoir le droit de se revendiquer romancière, écrivaine. C'était ça la démarche ? Ou c'était une démarche plus technique, simplement pour apprendre comment on fait, quoi ? Alors, c'était une démarche, plus, je vais dire sportive. Donc je me suis inscrite à plusieurs ateliers d'écriture. En tout cas, le tout premier atelier d'écriture où je m'inscris, ce que j'ai aimé, c'est qu'il y avait quelque chose d'anonyme. On était tous à la même enseigne, on était une dizaine dans un sous-sol d'une école d'écriture du 5e arrondissement. C'était la bonne couveuse où il y avait des sages-femmes, les intervenantes, comme ça. C'est vraiment de la maïeutique, l'écriture. Le fait d'être anonyme avec d'autres personnes, hommes, femmes, comptables, dentistes, des gens qui viennent de partout. Et je sortais d'un échec. Je sortais d'un long échec professionnel avec ce film qui ne s'était pas fait. Voilà, quelque chose d'avorté. Et j'étais vraiment malheureuse et j'avais besoin de remettre les compteurs à zéro. Donc, c'était parfait pour ça, l'atelier. C'était une vraie libération d'être anonyme, pas d'échec, pas réel, rien. Juste, j'ai envie de recommencer au stade 0, quoi. Et en même temps, un truc très bête qu'il faut que j'avoue, c'est un peu comme les abdos fessiers ou comme la salle de sport. C'est-à-dire, je me suis inscrite à cet atelier d'écriture, ça m'a coûté de l'argent, ça avait un prix. C'est assez cher d'ailleurs, c'est pas donné. Je veux dire, l'atelier d'écriture, c'est pas gratuit. Et je me disais, alors, si je paye, il va falloir que j'écrive un chapitre et un autre chapitre. Et comme à la salle, quoi. Je me suis abonnée, donc j'y vais, je fais mes abdos fessiers et tout ça. Donc ça crée une petite gymnastique d'écriture. Je me remettais dans quelque chose. Vous avez créé un cadre. Un cadre, absolument. Et c'était nécessaire. J'en avais besoin. Un cadre très libre, mais un cadre tout de même. Et il y a encore une histoire de personnes que vous coursez dans la rue, puisque votre éditrice, donc chez Grasset, qui s'appelle Chloé Deschamps, qui a publié votre livre, c'est encore aussi pareil, une histoire de rencontre complètement fortuite qui fait que vous avez trouvé une éditrice sans même avoir vraiment cherché. Oui, c'était incroyable. J'ai couru derrière Arnaud Desplechin et j'ai couru derrière mon éditrice dans la rue. En fait, quand j'ai terminé le manuscrit, je l'ai envoyé à quelques personnes et les retours commençaient à être positifs et j'ai paniqué. Je connaissais pas la géopolitique du milieu de l'édition en France. Je connaissais bien le cinéma, les maillons, les personnes à qui on envoie, comment ça fonctionne et tout ça, mais pas le milieu de l'édition. Et comme j'étais inscrite au mot, je reçois une newsletter qui me dit, qui tient au courant des ateliers, des rencontres, machin. Et il y avait une rencontre qui était en ligne, parce qu'on était en plein Covid, entre 2 ou 3 confinements, je ne sais plus où on en était. Et c'était il y a 1 an.
C'était en février 2022. Le milieu de l'édition en France avec Chloé Deschamps de chez Grasset et Charlotte Milandry qui travaille à l'école Les Mots. Et je m'inscris pour comprendre un petit peu dans quoi je mets les pieds, quoi. Parce que mon manuscrit commençait à circuler et il se passait des choses, mais je paniquais. Je suis cette réunion sur Zoom et le lendemain, je vais à ma boîte de prod pour bosser sur un scénario que je développais par ailleurs. Et en allant chercher mon repas, je tombe sur Chloé Deschamps, l'éditrice que j'ai vue pendant 2 heures, que j'ai écoutée sagement derrière mon Mac. Et je lui ai couru derrière en criant son nom, comme dans une pub aux jeunes pour le parfum. Laissez le charme agir. Et donc, je lui ai dit « Ah, vous êtes Chloé Deschamps ? J'ai suivi votre Zoom sur le milieu de l'édition. C'était brillant tout ce que vous avez dit. J'ai mieux dormi. D'ailleurs, j'ai un manuscrit. » Et elle m'a donné son adresse email. Et là... l'histoire commence à ce moment-là. Au moment où elle me donne son adresse, je lui envoie mon manuscrit et après, voilà, nos rendez-vous ont fait que ce coup du sort était vraiment le bon. Tout est magique dans l'histoire. Vous vous rappelez de ce que vous avez ressenti quand vous avez tenu pour la première fois ce livre entre les mains ? J'ai chialé déjà. J'étais très émue, exactement parce que je le dis souvent, c'est concret. Il y a un numéro d'ISBN, il y a un code barre, on sait où ça a été imprimé, il y a une adresse, il y a une date, il y a quelque chose de très légal. Et vu que mon histoire jongle avec l'illégalité, avec des actes de naissance qui sont faux, qui sont trafiqués, des mensonges sur l'origine, là, il n'y avait plus de mensonges, il y avait quelque chose de très contractuel dans les faits d'avoir son histoire dans un livre qui tient dans les mains, qui tient dans mon sac. Et c'était pas le livre des autres, c'était le mien. C'était mon histoire. Vous seriez d'accord pour nous lire la toute première page de ce tout premier roman ? Bien sûr. Le prologue, en fait. Que j'ai vraiment écrit, c'est la première chose que j'ai écrite. Donc... ça n'a pas été un prologue qui a été rajouté a posteriori. C'est le vrai début. C'est le vrai début, à l'école Les Mots, dans le sous-sol. Prologue. On ne se souvient pas du moment de sa naissance. Je ne me souviens pas de la mienne de naissance. C'est impossible d'ailleurs, les structures cérébrales permettant de fabriquer les souvenirs sont immatures chez le nourrisson. Je sais simplement ce qu'on me raconte à ce sujet-là. Maman, dis, comment c'était quand tu as accouché de moi ? Pues como todo el mundo. Eh bien, comme tout le monde. Une femme, un utérus, un fœtus, un nouveau-né à l'arrivée. C'est ça le trajet, le modus operandi dans ma tête d'enfant, d'adolescente et même d'adulte. Je m'imagine une scène dans un hôpital ou une clinique. Une femme est allongée. Elle transpire, sa respiration est saccadée, elle a les jambes écartées en position gynécologique. Elle pousse fort, un médecin fond vers l'entrejambe et disparaît derrière un drap. On entendrait un cri primal. Ce serait une fille. Dans mon crâne de gamine, biberonnée au soap-opéra américain, au jeudi de l'angoisse sur M6, aux 2 films sinon rien de TF1, à la dernière séance d'Eddie Mitchell sur FR3, c'est ainsi que j'ai imaginé pendant de très longues années ma naissance. Avec ma mère et moi-même comme protagonistes. Le tout en espagnol puisque c'est la seule information que j'avais. J'étais née un 2 novembre à Bilbao, en Espagne. Donc les dialogues de la scène seraient en castillan, les R seront roulés comme il faut, et il y a probablement quelques insultes anticléricales qui scandent l'affaire. Tout n'est que pure fantaisie et je comprendrai bien plus tard pourquoi. Pourquoi je voulais devenir réalisatrice. J'avais une mise en scène en tête, un déroulé d'images qui raconterait l'inconnu, ce trou béant, l'origine du monde. Pour le faire, je devrais apprendre le métier de réalisatrice. Je pourrais alors choisir de tourner un gros plan, longue focale, sur le visage de la femme en pleine délivrance. Action. Merci infiniment, Maria. Merci. Vous nous l'avez un peu déjà décrit. J'avais envie, dans cette deuxième partie de notre échange, de comprendre comment vous écrivez, vos rituels d'écriture, à quoi ressemble votre table d'écriture. Mais finalement, une grande partie a été écrite donc, dans un sous-sol du 5e arrondissement avec des collègues. Oui, c'est là où j'ai commencé à boxer un petit peu la matière, où je me suis dévergondée un peu. Je me suis dit, allez, essaye d'être écrivain. Et après, j'ai écrit un peu partout. Je mets pas un réveil à 6h du mat pour écrire avant que les enfants prennent leur petit déjeuner. Je suis trop paresseuse pour ça. Mais une fois que les enfants sont à l'école, j'allais au café, à la bibliothèque. J'ai beaucoup écrit à Mazarine, qui est un endroit extraordinaire où
C'est la bibliothèque qui est à l'Institut de France, qui est un peu planquée. Les gens sont très sérieux. Certaines personnes ont des vieux manuscrits. C'est quand même une des rares bibliothèques qui a la Bible de Gutenberg. Donc il y a quelque chose comme ça. C'est très habité, très, très fort. Et je vivais sur ma salive, vu qu'il fallait que j'écrive et il faut ressortir pour boire de l'eau. On peut pas. Donc il y a un vrai truc un peu janséniste, quoi, de l'écriture à Mazarine qui était très bien. En même temps que les cafés où j'aimais bien boire 36 cafés, des lattés et entendre le bordel et me replonger dans le monde des personnages et écouter les voix que j'avais à l'intérieur se mélanger avec les voix des autres. C'était très agréable. J'ai beaucoup écrit sur mon téléphone. Je me suis même envoyé des notes par mail. Et après, par contre, étant mère de famille et ayant une vraie passion pour le lave-linge, la meilleure chose que j'ai pu faire aussi pour l'écriture, c'est de m'éloigner de ce lave-linge et de prendre parfois quelques jours de m'extirper grâce à voilà, la vie a fait que je pouvais partir 2-3 jours quelque part. Je me suis payé un hôtel une fois. Pareil, aussi la pression économique. Je me disais, putain, tu te payes 3 jours d'hôtel là en Bretagne, faut que tu finisses ton manuscrit. C'était ça. Je me disais, allez, je me crée ce truc. Ça me coûtait de l'argent, je culpabilisais. Donc, il fallait que j'envoie du caractère, espace compris, quoi. C'est intéressant, cette description en fait de quête infinie, de cadre en fait, pour vous forcer à écrire cette histoire qui est forcément douloureuse et qui renvoie aussi, je trouve, énormément à votre formation cinématographique. Parce que ce qui m'a subjuguée, c'est qu'on se balade dans le roman d'un chapitre à l'autre. On passe de l'Espagne rurale de Franco au Paris branché des années 2000. On retourne à Bilbao, dans le Bilbao contemporain, qui côtoie le Bilbao des années 60, où il y a des vieux marins sur le port. Enfin, c'est fou à quel point on voyage dans le temps et dans l'espace dans ce livre, sans jamais qu'on soit perdu, comme si on était vraiment en train de regarder un film où les décors et les costumes changent, ce qui fait qu'on sait où on est. Et ça, je me suis dit il fallait avoir fait du cinéma pour maîtriser cet art-là. Alors, j'ai peu fait de cinéma, mais j'ai beaucoup écrit de versions de scénarios, en tout cas. J'ai fait quelques courts-métrages, mais c'est vrai que à force, ça a dû nourrir parce que, comme je disais, il faut vite peindre une scène. Dans un scénario, c'est très court, c'est une centaine de pages, il faut aller vite. Il y a un besoin d'efficacité. L'efficacité est nécessaire. Donc peut-être que c'est là d'où vient le fait de vite mettre dans l'ambiance. Savoir poser en 3 touches. Oui. Ouais. Après, je pense que et la peinture et la musique, tout ça, c'est de la nourriture non-stop. Mais il est vrai que le cinéma a peut-être aidé à faire vite rentrer dans les scènes. Et surtout, en fait, ce qu'on apprend quand on écrit des scénarios, c'est d'essayer d'être peu bavard. Chaque fois, on a attention au dialogue, ne faites pas trop dire dans vos dialogues, etc. Essayez de parler à travers l'action. Donc peut-être aussi que ça a beaucoup nourri mon écriture de faire parler les personnages à travers leurs actions. Que ce soit Julián, Victoria, etc. D'ailleurs, vous voyez, il y a très très peu de dialogue dans mon roman et très peu de lignes avec les dialogues. Peut-être c'est le traumatisme des scénarios de vouloir encore moins dialoguer et d'être dans l'omniscient, parce que c'est le cadeau de la littérature, c'est le narrateur, la narratrice et l'omniscience. Et d'ailleurs, dans ce livre, c'est aussi, je trouve, encore un geste littéraire assez virtuose. La narratrice qui parle à la première personne voit sa voix être alternée par des chapitres où c'est un narrateur omniscient qui prend le relais et qui raconte, d'un point de vue donc omniscient, l'histoire de ses parents. Et ça, c'est pareil, il y a une espèce de mouvement de bascule du jeu à ce espèce de on global qui est hyper bien maîtrisé et on ne change pas de style, en fait, d'une voix à l'autre. Comment vous avez fait ça ? Je trouve ça vraiment, vraiment techniquement assez fou, en fait, votre livre. Au-delà du fait qu'émotionnellement et sensoriellement, ce soit une magnifique histoire, il y a vraiment énormément de virtuosité technique dans tout ça. Alors, quand j'écrivais, ça a été plus simple, entre guillemets, d'écrire les chapitres de Julián et Victoria, parce que je me mettais dans un bain. J'avais besoin de commencer dans cette Espagne rurale très archaïque, la Galice. J'avais vraiment besoin de me plonger, de chercher tout ce qui était minéral et d'essayer de raconter cette misère autrement, avec quelque chose de plus impressionniste et d'éviter le pathos. Et c'était ce qu'il y avait de plus simple pour moi. Tous les chapitres qui commençaient par le jeu, une fois passé le prologue, qui était libérateur, dont je parlais tout à l'heure, après les chapitres à la première personne où il fallait que
j'encaisse de me dire, mais personne n'en aura rien à faire de ce que Maria, 8 ans, regarde Madame est servie, qu'est-ce que ça va parler à un lecteur, une lectrice. C'était les plus difficiles, mais j'ai essayé de retrouver le même bonheur. Donc, j'ai essayé de me plonger dans ces ambiances pour... donc, peut-être que c'est ça, la façon que ce jeu, je l'envisage vraiment comme quelqu'un d'autre aussi. Et c'est parti. C'était un jeu autre. Et c'est pour ça que je dis, je sais faire la différence entre quand on dit « mais c'est vous ». Oui, c'est à la fois vous et pas vous. Et encore sur cette histoire de renaissance et tout ça, j'ai engendré cette Maria. C'est moi qui la fabrique. Je saurai toujours moi, personnellement, quelle est la part d'autobiographie et quelle est la part d'illusion et de prestidigitation qu'il y a derrière tout ça. J'ai essayé de manœuvrer comme je manœuvrais avec Julian et Victoria. Donc peut-être que c'est cette manœuvre qui fait que ça lisse, parce que pourtant je trouve que j'ai un ton différent entre les chapitres de Julian et Victoria et les miens. Il y a un ton, mais il y a le même style. Et en fait, ce qui est aussi perturbant, c'est quand on sait que cette histoire, c'est la vôtre et que vous avez mené l'enquête au fur et à mesure. C'est incroyable qu'on soit dans le même niveau de détail pour ces passages qui se produisent en 1947, donc par définition, vous n'avez pas pu y assister, et la description de la loge où vivaient vos parents, qui a été votre habitat pendant des années. C'est ça, en fait, qui est troublant. C'est-à-dire qu'il y a une précision des couleurs, des odeurs, des lumières de cette époque où vous n'étiez pas né, qui est parfaitement identique. Il fallait que je les interprète. En fait, c'est parce que tout est une interprétation. Vous parliez de ce qui coule. Une fois que j'avais pris je me suis mis sur le petit bateau et pour raconter l'histoire, que j'ai suivi le fil de l'histoire, ils ont été des personnages extraordinaires à incarner. Parce que c'est ça. Ce que je fais quand j'écris Julian et Victoria ou Josefa ou Dolores, c'est que je les incarne. Je me mets à leur place comme une actrice qui préparerait un rôle dans sa loge au moment... Elle aurait son scénario et elle se plonge dans le truc. Donc, c'est vraiment comme ça, je les ai incarnés. Je me suis demandé aussi si le fait de revenir sur un épisode qui est quand même un épisode traumatique, enfin, voilà, la recherche de son identité, de ses origines, on voit que dans votre livre, Maria... donc ce personnage qui n'est pas tout à fait vous a quand même beaucoup de moments de détresse psychologique, il y a l'usage de drogue, des moments de dissociation aussi qui sont décrits de façon assez poignante. Est-ce que ce livre a calmé le traumatisme ou est-ce qu'il l'a ravivé au contraire? Parce que vous avez dû y replonger. Non, il ne l'a pas ravivé au cours de l'écriture, pas du tout. Le trauma, il ne partira jamais. Je pense. Selon moi, un trauma, on ne le guérit pas, on vit avec, on s'accompagne. C'est un accompagnement, c'est une sorte de tango jusqu'à la fin de l'existence. Ça va dépendre des traumas. Mais en tout cas, me concernant, j'ai l'impression que je porterai toujours l'abandon. Mais c'est comment je vais danser avec cet abandon. Et le fait d'écrire a été une forme de chorégraphier cette danse, quoi. Comment j'avance avec ce trauma, comment je le saisis, comment je prends le pouvoir sur ce qui m'a été retiré, sur ce qui m'a été menti, tronqué. Donc c'est redessiner l'arbre. C'est ça, en fait. Le travail cathartique du livre, pour moi, était de redessiner un arbre avec mes règles à moi, qui sont les règles de la fiction, qui sont les règles du grandiose aussi, parce que j'aime l'emphase, j'aime la langue. Je me suis amusée et je me suis vengée aussi avec certains personnages. Il y a le personnage de Josefa, pour moi, qui est la mère de Julian. J'en ai fait comme ça, cette prostituée obèse, truculente. C'est aussi une part de vengeance, par ailleurs. Je me saisissais de ce personnage et je pouvais les tirer dans tous les sens. C'est de la super patte, quoi. Il y a une vengeance aussi sociale, parce que c'est quand même un roman écrit en français, qui est reconnu par le milieu des lettres, qui est récompensé. Or, le français, c'est une langue que parlaient mal vos parents. Il y a une scène très poignante où vous dites que votre père est très, très flamboyant, très drôle et spirituel en espagnol, mais qu'en français, c'est un métèque maladroit, parce qu'il ne peut pas être aussi spirituel qu'en espagnol, vu que c'est pas sa langue. Donc il y a une revanche aussi sociale, j'ai l'impression, à travers ce livre, pour vos parents. C'est vrai que je pensais souvent à la limitation de mon père, parce que je voyais bien quand il parlait espagnol ou quand on était là-bas en Espagne lors des vacances d'été, qu'il y avait quelque chose
très talentueux et de très virtuose dans sa langue et dans sa façon de... ses métaphores, sa façon de parler, ses insultes, que je trouvais à chaque fois... Je buvais ses paroles quand il sortait des insultes. Je trouvais ça toujours très, très créatif. Et c'est vrai qu'en français, c'était autre chose. C'était juste un type avec un accent, un béret basque, un blouson de cuir et en plus alcoolique. Donc vraiment, il avait vraiment rien pour lui. Mais je pense qu'il a énormément nourri mon écriture. Sa langue et son alternance français-espagnol a vraiment nourri le fait que je mélange différents styles de langage, que j'ai mis de l'espagnol, qui a beaucoup de gros mots. Il y a du langage ordurier populaire et en même temps, j'ai aussi utilisé un thésaurus pour avoir un champ lexical assez chiadé. En effet, j'ai voulu, comme je dis à un moment, j'ai fait un peu mon singe savant à certains moments. Mais avec plaisir en plus. C'était joyeux. Et il y a aussi un moment où le roman est rejoint par l'actualité médiatique, parce que, en fait, au moment où l'enquête a lieu, cette enquête que vous racontez, les médias révèlent le scandale des bébés volés du franquisme, et vous vous découvrez plus seul. Il y a d'autres personnes de votre âge qui sont concernées par les mêmes abandons, les mêmes adoptions masquées. Est-ce que le fait de vous sentir appartenir à quelque chose qui était plus une histoire individuelle, mais tout un système politique, ça vous a aussi aidé à aller au bout de cette écriture? Alors, je ne sais pas si ça m'a aidé à aller au bout de l'écriture, mais ça m'a réconfortée de ne pas être seule, c'est certain. Et en fait, quand on n'est pas seul dans un moment où on est bafoué, on est plus fort. On se sent plus fort. Pourquoi ? Parce qu'il y a de la colère. Et cette colère, c'est sûr qu'elle est toujours nourrissante. En tout cas, chez moi, elle l'est. Elle a nourri quelque chose, c'est sûr. Parce que j'ai quand même insisté à toujours vouloir raconter cette histoire, malgré le fait que le film se soit cassé la gueule. J'ai persisté. Il y avait quelque chose, il y avait un besoin de pas lâcher l'affaire. Alors peut-être que d'avoir été moins seule et d'avoir d'autres personnes comme moi, c'est comme quand je rencontre Jeanette Winterson. On se sent moins seul quand on rencontre des congénères. Cette autrice qui a également été adoptée, qui vous dit une phrase qui vous a changé la vie. Oui, Jeanette Winterson, qui a écrit un essai vers l'âge de 50 ans qui s'appelle « Pourquoi être heureux quand on peut être normal ?» Elle avait déjà publié un roman très très jeune qui s'appelait « Les oranges ne sont pas les seuls fruits ». Et cet essai sur sa trajectoire, sa vie et aussi sa quête à un moment donné, au moment où elle est plus bactère, elle pense même à se suicider, tout ça, elle en parle dans son livre. Elle finit par réouvrir les dossiers, par retrouver sa mère biologique. Et c'est le moment où j'ai lu ce livre. Une scénariste avait mis ce livre entre mes mains et pareil, j'étais dans des moments très très sombres, très obscurs. J'étais vraiment en bad. Et je lis ce bouquin et je me dis « Waouh, ok, je vais tenir bon, je vais faire comme elle ». Et un jour, elle est en signature à Paris, chez Shakespeare & Co., la librairie mythique en face de Notre-Dame de Paris, au kilomètre zéro. Et je vais la voir et je suis toute tremblante avec mon exemplaire tout corné de son livre qui ne me quittait plus. Et je lui raconte que moi aussi, comme elle, j'ai été adoptée, que je l'ai appris à 27 ans, etc. Et elle se fiche comme ça, elle dit « Oh, ça a dû être dur. » En effet, c'était pas facile. Et elle écrit cette dédicace qui est absolument incroyable et qui est une phrase qui change une vie, en tout cas qui change la mienne. Elle me dit « We can change the story because we are the story ». Donc elle me donne la clé de la littérature et la clé des adoptés aussi. On nous a dit une histoire, mais on en fait ce qu'on en veut. Et la littérature, c'est pareil. On raconte ce qu'on veut, autobiographie ou pas. Notre histoire, on en fait ce qu'on veut. On est dans une librairie, là, dans votre récit, et je voulais savoir, vous avez fait beaucoup de rencontres en librairie, votre livre, il a beaucoup de tournées. Qu'est-ce, parmi les retours de vos lecteurs, lectrices, qu'est-ce qui vous a le plus marqué ? Alors, une phrase qui est revenue plusieurs fois, c'est « Je ne suis pas née à Bilbao, je ne suis pas adoptée, j'ai pas une mère femme de ménage, je n'ai pas votre histoire, et pourtant ». Ça, c'est ce qui m'a le plus impactée. Déjà d'être lu, de rencontrer ses lectrices et ses lecteurs, c'est très émouvant.
et cette phrase. Et ça me faisait penser à la préface de La Bâtarde de Violette Leduc, écrite par Simone de Beauvoir. Il y a un moment, il y a une citation de Simone de Beauvoir qui dit « Quiconque, en parlant du travail de Violette Leduc, quiconque parle de sa solitude la plus profonde parle à tout le monde. » Et peut-être que c'est ça. J'ai vraiment parlé d'une solitude très profonde. Et c'est ça je pense que c'est ça qui a rejoint les autres solitudes. Plus on va vers l'intime, plus on touche à l'universel. Est-ce que vous avez aussi été en lien avec les autres personnes adoptées qui vous ont parlé pendant l'enquête? Est-ce qu'ils ont lu votre livre, Il et Elle? Est-ce que ça leur a parlé, ça les a émus? Alors, les personnes adoptées dont je parle à Bilbao, en Espagne, n'ont pas encore lu le livre parce qu'il est en cours de traduction. Il est en cours de traduction, donc je suis très... Il va paraître en Espagne? Oui. Ah, génial. Ouais. Okay. En Espagne, en Italie, en Ukraine. Oui. Ouais, une maison d'édition ukrainienne a acheté les droits de Bilbao. J'étais très émue. Incroyable. Et donc, il va sortir en Espagne et je suis très nerveuse, curieuse. J'ai hâte de faire lire mon entourage et de faire lire mes amis adoptés, évidemment. Après, j'ai d'autres amis adoptés, pas espagnols et pas dans ce contexte-là, qui ont lu le livre et qui m'ont fait un accueil ultra chaleureux. Et j'avais l'impression d'avoir gagné une coupe de foot, quoi. C'était super de sentir la team des adoptés derrière. Et le traitement médiatique, est-ce que la façon dont vous avez été accueillie par les journalistes vous a plu? Est-ce que vous êtes sentie comprise? Je me suis sentie regardée, écoutée déjà. Comprise, je ne sais pas. Mais pour quelqu'un dont la question de la place et de la reconnaissance est une question qui marginalise, ça a été un moment assez important pour moi, évidemment, d'avoir des articles et de voir le prénom, de vous entendre dire Juliane et Victoria, c'est quelque chose qui m'émeut encore. De voir le prénom de mes parents dans Paris Match, vu que ce sont devenus maintenant des personnages. Mais voilà, ces personnages issus de mes parents, de voir leur prénom dans les livres, d'entendre parler des gens, de cette femme de ménage espagnole immigrée de peu, c'est toujours bouleversant. Parce qu'évidemment, il y a beaucoup de bienveillance. Je ne me suis pas reçu des baquets de légumes pourris sur la gueule. Donc ça va, je suis contente. Ça s'est bien passé. Il y a même eu des prix. Ça doit être aussi super encourageant d'être récompensé. Mais quand on voit le nombre de romans qui sortent, c'est fou de sortir du lot comme vous l'avez fait. C'était très joyeux aussi d'être récompensée. J'étais très contente. Ça me rappelait quand j'avais gagné un prix de dictée et que mes parents étaient très fiers de moi parce que leur fille avait eu 20 sur 20 en dictée. Je pense que c'était leur première... un des grands moments de fierté de parents espagnols. Elle a eu 20 sur 20 en dictée, elle a gagné le prix d'orthographe de la mairie du 1er arrondissement, ça avait été un truc de fou. Mon père était venu en costard à la mairie et tout. Donc c'est vrai que quand j'ai reçu le prix du premier roman remis à la Coupole, j'avais la même sensation. Je m'étais un peu bien habillée, je m'étais maquillée, c'était un peu gala, quoi. Et après le prix des Inrocks, j'avais l'impression d'être dans la bande des cools du lycée. Donc c'était deux sentiments très agréables. Très complet. Je confirme, c'était complet, j'avais le grand écart. Est-ce qu'il finira par devenir un film, alors, ce livre, ou jamais? C'est en discussion. Après, je m'étais dit que le roman et sa publication, par rapport à ce que ça charrie d'important pour moi, était déjà un aboutissement génial, et que si ça ne devenait pas un film, ce ne serait pas grave. Et puis là, on en rediscute, donc qui sait? C'est une autre temporalité, c'est dans l'air, je réfléchis. Voilà. On va finir notre rencontre par un petit questionnaire. Voilà, je vais vous poser des petites questions rapides. Il faut y répondre avec spontanéité. D'accord. Et brièveté. Ok. Quelle est la chose la plus surprenante que vous ayez apprise en étant écrivaine? Que j'étais pas si nulle. Qu'est-ce que les gens seraient surpris d'apprendre sur vous? Je sais pas ce que les gens pourraient apprendre sur moi. Je suis un livre ouvert. Je suis un livre ouvert. Quelle est votre idée du bonheur parfait? Le bonheur parfait n'existe pas. Mais là, tout de suite, j'aimerais bien boire un Moscow Mule au Harris Bar. Pour fêter ça. Quel conseil donneriez-vous à quelqu'un qui veut exprimer sa créativité?
écris pendant 21 jours sans t'arrêter tous les jours. Enfin, fais quelque chose pendant 21 jours de créatif, un dessin, mais tous les jours un tout petit peu, 21 jours. J'adore ce conseil. En un mot, comment aimeriez-vous qu'on se souvienne de vous en tant qu'écrivaine ? Que je chantais bien. À quoi ressemblera le deuxième roman ? Un festival. Merci Maria. Merci Lorraine. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci d'avoir écouté cet épisode des Rendez-vous littéraires Rue Cambon en podcast. Pour prolonger l'univers de l'autrice, vous trouverez des images et des références sur le site de Chanel. À bientôt!